après le déjeuner. Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là à cette conférence pour échanger, pour partager. Je voulais commencer par remercier tout d'abord à toute l'équipe du Centre Védantique de Ramakrishna et en particulier à Naren, à Swami Atma Rupananda, à Yogindra, à Janaki et à tout le personnel qui depuis des mois et des mois travaille pour organiser cet événement. Un grand merci à vous de réaliser ce rassemblement. Quand j'ai discuté avec Naren, c'était début mars, son intention c'était celle de réunir les pratiquantes, les pratiquants de yoga, que l'on soit pratiquant, enseignant, chercheur enseignant, pour transmettre et continuer à transmettre le yoga dans toute sa diversité. Et donc un grand merci pour tout ça. Moi je voudrais vous partager un peu avec vous une collaboration scientifique entre deux universités et centres de recherche, un en Inde et l'autre ici en France. Et pour commencer, je vous ai mis la photo qui date depuis le mois d'avril, donc c'est très récent. Avec l'équipe de chercheurs du CNRS et des Beaux-Arts, nous sommes rendus à Bangalore, dans une université de yoga qui a un laboratoire de recherche scientifique sur toutes les pratiques du yoga, afin de montrer en fait ce que ça fait quand on pratique, ce que ça fait au niveau corporel, physiologique et au niveau psychologique. Ce que je vous présente, c'est une recherche en cours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore les résultats, mais je vais vous présenter un peu le chemin fait pour en arriver là. Et c'est une recherche en sciences sociales et plus précisément en anthropologie. Et pour moi, c'est une occasion d'échanger avec vous. Vous allez pouvoir m'aider à avancer dans la recherche, à avancer dans cette réflexion qu'on se fait. Et toute idée, tout partage, toute idée qui vous vient, n'hésitez pas à partager. Ça ne peut que nous aider, nous, à avancer. Je vais commencer par présenter un peu mon parcours, juste pour dire un peu comment je suis parvenue à faire de la recherche scientifique sur le yoga. Déjà, pendant mes études en Roumanie, j'ai été fascinée par les œuvres de Mircea Eliade, qui est un philosophe roumain, qui est un historien des religions, et qui, dans les années 1920, il est parti à Calcutta, invité par un enseignant de l'université de Calcutta, faire sa thèse de doctorat en philosophie. Il y est resté. Ensuite, il est resté aussi 6 mois dans le ashram de Swami Shivananda à Rishikesh. Il a pratiqué avec Swami Shivananda le yoga, la méditation, le pranayama, tout en travaillant sur sa thèse de doctorat. Et donc, moi, mais j'étais très jeune, j'avais 15 ans, j'ai lu beaucoup ces livres. Je ne comprenais pas grand-chose parce que le yoga, c'était plutôt conceptualisé. Et à l'époque, en Roumanie, un pays communiste, le yoga ne se pratiquait pas. Donc, je lisais un peu la partie théorique sans réellement comprendre. Et par la suite, en tant que chargée de projet européen au CNRS, je me suis rendue à New Delhi pour le travail. Et lorsque je suis arrivée sur place, je reconnaissais, en sortant de l'aéroport, je reconnaissais les descriptions de Mircea Eliade dans ses livres. Le bruit des voitures, les odeurs, la chaleur, la façon dont la population indienne fonctionne. Et c'était une révélation. Et en profitant de ça, je suis restée en Inde. Je me suis formée au yoga avec un maître yogi au Kerala. Bonjour, bienvenue. Et ce professeur de yoga, il est formé justement à l'université de yoga S.V.A.S.A. de Bangalore, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et donc, au fur et à mesure, donc on rentre en France, je continuais bien sûr à pratiquer, j'ai commencé à donner des cours de yoga. Et grâce aux échanges avec les personnes qui venaient au cours, je me suis questionnée sur le fait de comment les gens se transforment dans leur corps à travers la pratique de yoga. Qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'on pratique des postures, des asanas, quand
on va changer un peu la respiration, qu'on va pratiquer de la méditation, qu'est-ce que ça apporte comme changement au niveau physiologique et au niveau cognitif, psychologique. Et avec ce questionnement, à chaque fois, je discutais avec les gens venaient me partager leur expérience. Souvent, ce qui ressortait, c'était le fait qu'ils sont très tendus au travail et que les séances de yoga leur fait du bien et que par la suite, ils ont vu qu'au niveau du travail, lorsque la direction a annoncé une mauvaise nouvelle, leur réaction a changé. Ils n'étaient plus en panique, mais il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, en partant de cet échange avec eux, voilà, ce questionnement venait tout le temps. Comment les gens se transforment dans leur corps à travers la pratique du yoga? Et donc, me voilà, j'ai pris depuis 2 ans un chemin en faisant un master en anthropologie, philosophie et éthologie. Donc, c'est un master de sciences sociales qui se passe à l'université Paris-Nanterre. C'est ce qu'on appelle une unité mixte de recherche entre le CNRS, comme centre de recherche scientifique, et l'université Paris-Nanterre. Et donc, ce sur quoi je travaille en ce moment, donc mon projet de recherche s'appelle du corps au souffle, analyse anthropologique de l'expérience corporelle chez les pratiquants de yoga et de méditation. Et donc en anthropologie, on étudie l'être humain dans toutes ses dimensions, dans la dimension corps, esprit, culture, relation à soi, relation avec les autres. Et donc l'anthropologie observe comment les humains vivent, pensent, ressentent. Et donc moi, je m'intéresse à la communauté des pratiquants de yoga pour voir comment se passent ces transformations, comment ils ressentent tout cela, comment ils vivent et comment ils y pensent. Voilà, donc c'était un petit passage pour faire comprendre un peu d'où je suis partie dans cette réflexion. Et donc... Au CNRS, avant de rencontrer le yoga, sur quoi travaillais-tu? Oui, merci. Alors, je suis ingénieure d'études. Mon rôle, c'est d'accompagner les chercheurs pour la mise en place des projets scientifiques à l'international. Je suis chargée de projets européens. Ce sont des projets qui sont financés par la Commission européenne. Catherine, tout à l'heure, parlait justement du projet Hatha Yoga, qui est financé par la Commission européenne. Ce sont des projets où on donne l'opportunité, et les ressources surtout, aux chercheurs de faire de la recherche collaborative. S'il y a des chercheurs qui travaillent sur, je ne sais pas, l'aspect médical, sur l'obésité en France, il y a certainement d'autres chercheurs à l'autre bout du monde qui travaillent sur ce même sujet. Et donc mon rôle, c'était de les mettre ensemble et de faire en sorte que les projets qui duraient à peu près entre 5 et 7 ans aboutissent avec des résultats scientifiques et que les chercheurs croisent leurs données et qu'ils coécrivent des recherches scientifiques. C'est un rôle de coordination et d'accompagnement. D'accord. C'était pas l'idée finalement. Et donc voilà, c'est un peu comme ça en travaillant, et merci pour ta question, parce que c'est en travaillant avec les chercheurs, j'ai pu observer à quel point ils étaient passionnés par leur travail. Parfois, le matin, quand on se lève et qu'on va au travail, on n'est pas forcément passionné, mais ces personnes-là, ils étaient passionnés. Et donc, je recevais des mails la nuit. Enfin, après, j'ai travaillé beaucoup avec des pays d'Asie du Sud, d'Amérique latine et d'Afrique. Donc, le décalage horaire y joue. Mais surtout, ce que j'ai retenu, c'est qu'ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient. Et pendant le Covid, on était tout le temps en ligne. Je me suis posé cette question, mais moi, j'aimerais faire la même chose. J'aimerais faire de la recherche, mais sur un sujet qui me tient à moi à cœur. Parce que là, je vois que c'est leur sujet. Ils sont spécialistes, c'était des économistes de développement, c'était des médecins que j'ai accompagnés. Et donc la question pendant le Covid, mais de quoi suis-je passionnée? Et la réponse est venue quand même assez vite. Le yoga, c'est quelque chose qui me parle et j'ai commencé à me dire, mais qui fait de la recherche sur le yoga et comment fait-on de la recherche scientifique sur le yoga? Et à ce moment-là, je me suis tournée vers d'autres personnes en regardant ce qui se fait en France. Il n'y a pas beaucoup de recherches qui se font en France et il y a beaucoup de recherches dans le monde anglo-saxon, à Londres et notamment aux États-Unis. Et encore, Catherine vient de
parler à nouveau de ce projet Hatha Yoga, qui est le premier projet dans ce domaine lié au yoga qui est financé par la Commission européenne. Donc c'était une avancée extraordinaire, 2015-2020. Et donc, voilà ce que j'aimerais explorer. Qu'est-ce qui se passe dans nos corps, dans vos corps, lorsqu'on pratique le yoga. Et mon projet donc, de master de recherche fait partie d'un projet plus large de recherche scientifique qui s'intitule « La balance à peser les hauts ». C'est un projet de recherche-création. C'est un projet entre l'art, la technologie et l'anthropologie. Il y a des scientifiques du CNRS et des scientifiques artistes des Beaux-Arts. Et ce projet, il mesure les micro-mouvements du corps humain. Et la balance, l'objet, le artefact, c'est un artefact. C'est quelque chose qui a été construit par un artiste des Beaux-Arts. Et ce dispositif doté de 4 capteurs qui sont juste en dessous entre les 2 plaques. Et ces 4 capteurs vont capter les micro-mouvements du corps. Même si vous êtes assis en méditation et que vous avez l'impression que vous ne bougez pas et que moi, à l'œil vide, je vois que vous ne bougez pas, ces micro-capteurs vont capter en fait tout ce qui se passe dans votre corps. Et donc, ce dispositif, il est assisté d'une machine qui va dessiner en temps réel à base des signaux qu'elle reçoit de votre corps et qui va dessiner. Donc, on a un écran comme celui-ci et vous pouvez voir en temps réel ce qui se passe un peu dans votre corps. Et donc, c'est une invitation à porter notre attention vers l'intériorité, à ramener à soi, à ce qui se passe dans le corps et dans le mental. L'équipe est constituée donc Emmanuel Grimaud, qui est mon directeur de recherche du CNRS. Lui, c'est un indianiste. Sa famille vient de Tamil Nadu. Lui, il est déjà la 3e génération et il est né ici. Vincent Rioux, c'est un artiste-chercheur de Beaux-Arts. Moi-même, donc, qui je suis venue dans ce projet. Et puis Mathéo, qui lui, il est aussi artiste et étudiant en art et technologie. Et lorsque je suis arrivée il y a 2 ans dans le projet, en voyant le dispositif et ce que ça mesure, j'ai proposé de faire cette expérience avec des pratiquants de yoga. Et donc, à l'Université Paris-Nanterre, on a fait venir des personnes qui pratiquent, des pratiquants. Et ces personnes-là, en fait, ne sont pas des sujets expérimentés. Quand on fait de la recherche, souvent, on a des personnes, des sujets expérimentés, mais en fait, avec ces personnes-là, nous, on construit notre recherche. Ils sont des expérimentateurs actifs. Ils vont venir pratiquer soit des postures, et chacun est libre de choisir, soit une méditation. Et à la fin, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un entretien avec la personne pour voir un peu comment ils ont vécu cette expérience. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est l'expérience vécue des personnes qui pratiquent le yoga. Et ce qu'on a vu tout de suite, c'est qu'il y a un vocabulaire qui est spécifique, il y a une capacité chez les pratiquants de yoga de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, l'interoception, comment les organes, ils peuvent ressentir des choses très profondes. Ils utilisent un langage très imagé, très spécifique au yoga par rapport à d'autres personnes. Et puis on a eu aussi l'opportunité de faire cette expérience dans le cadre de l'exposition de l'année dernière à l'UNESCO, organisée par Heartfulness. Ah, d'accord, vous êtes de Heartfulness. Voilà, merci de votre invitation. Donc, on était là pendant 2 jours et on a pu faire l'expérience avec 70 personnes pratiquant de yoga et de méditation, et entre autres Heartfulness. Là, vous avez Claire à gauche, Claire Bigard, qui fait sa méditation Heartfulness, justement. D'accord, très bien. Et donc, vous voyez en temps réel, on a eu 2 balances à ce moment-là, et on a eu 2 écrans partagés, et donc en temps réel, on voyait les trajectoires des personnes sur la balance. Et après, nous, on fait un débrief avec ces personnes-là et je vais cueillir leur ressenti. Et en fait, c'est une expérience qui est une expérience similaire à l'expérience du yoga, à l'expérience de méditation. Sauf qu'il y a un artefact qui va entrer en jeu et qui peut produire des sensations, des perceptions différentes. Il y a du son aussi.
cette machine produit un son spécifique qui peut avoir un impact sur le corps. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait en France. Et c'est un feedback de ce qui se passe ou... Ça enregistre un peu ce qui se passe dans le corps, mais en termes de mouvement. C'est-à-dire, si on va bouger, on peut à droite, à gauche. Après, quand on imprime les dessins des gens, on s'est rendu compte qu'il y a des personnes qui vont faire des micro-mouvements. Mais ça, c'est presque inaperçu. Il y a des personnes qui choisissent de fermer les yeux et de faire leur propre méditation, et il y en a d'autres qui peuvent regarder en temps réel ce qui se dessine. Et après, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y a des personnes qui ont une tendance de faire des micro-mouvements vers l'avant, vers l'arrière. Il y en a d'autres qui ont une tendance de faire sur les côtés. Et ça, c'est la machine qui enregistre et qui nous dit, et en discutant avec les personnes, il y en a qui ont la conscience de ça, et il y en a d'autres qui... Et puis, il y a aussi des dessins où, je vais vous montrer après les dessins, où il y a des oscillations sur les côtés, mais aussi beaucoup de mouvements, comme des cercles. Mais là, je ne parle pas de faire, c'est-à-dire qu'on ne voit pas. D'accord ? C'est vraiment... On a l'impression qu'on ne bouge pas, mais si, parce qu'au niveau de micro-mouvements, il y a toujours quelque chose qui s'y passe dans le corps tant qu'on est en vie. Et avec une régularité, c'est quelque chose comme un rythme aussi ? Comme un rythme, ça dépend aussi de leur pratique, de ce qu'ils font. Après, ils nous disent quelle pratique ils font. Un type de méditation, un type de respiration. Chacun d'entre nous a sa propre pratique. Donc, il y a une corrélation entre le type d'oscillation ou de micro-mouvement et une certaine pratique ? Pour l'instant, on n'est pas à ce stade-là. Pour l'instant, je vais le dire après en vous montrant, pour l'instant, on a identifié ce qu'on appelle des patterns. Il y a des patterns qui sont clairement différents. Les pratiquants de yoga, leurs patterns sont différents des non-pratiquants. Et donc ça, on a déjà pu observer grâce à cette machine. Je peux vous remontrer tout à l'heure, c'est prévu que je vous montre les dessins des personnes. Donc, juste pour vous dire comment on est arrivé en Inde. Donc, dans ma quête de qui fait de la recherche scientifique du yoga, je me suis penchée sur d'abord l'Inde. Qui en Inde fait de la recherche scientifique ? Et en lisant dans les livres, dans la conférence précédente, ça a été rappelé que dans les années 1920, il y a un centre de recherche scientifique le plus ancien qui est Kaivalyadam, à Lonavala, à côté de Bombay. Et donc, il y a un swami, un pratiquant de yoga, qui, lui, il a acquis du matériel pour travailler sur prendre la température, le rythme cardiaque, demander aux personnes de faire des rétentions, des kumbhaka, demander à faire des nauli, tout ce qui est pratique, où on rentre le ventre. Donc, je suis allée dans ce centre-là. J'ai pu discuter un peu avec eux et par la suite, je suis allée dans l'autre État à côté, à Karnataka, où l'université de yoga, ils se disent la première université de yoga en Inde, SVIASA, c'est Swami Vivekananda, l'université. Swami Vivekananda, on est ici dans l'ashram de Ramakrishna. Swami Vivekananda, c'est le disciple de Ramakrishna qui a partagé le yoga un peu partout dans le monde, aux États-Unis. Il est venu à Londres et à Paris. Et c'est ici il est venu aussi ici à Gretz. Et dans cette université de yoga, qui est très inspirée par Vivekananda, ils ont pris le message de Vivekananda, celui de combiner le meilleur de l'Est, de l'Occident, qui est donc le yoga et la spiritualité, avec le meilleur de l'Ouest, qui est donc, dans les pays occidentaux, la recherche scientifique. Et donc, le membre fondateur de cette école et les autres qui l'entourent ont vraiment suivi ce message, comment combiner la spiritualité avec la recherche scientifique. Et Dr Nagendra, il a fondé cette école dans les années 80. Lui, c'est un docteur en génie mécanique qui a eu une expérience aux États-Unis à la NASA et qui fonde par la suite, une fois qu'il finit son postdoctorat à la NASA, il revient en Inde et il a cette idée de fonder une université de yoga dans laquelle le centre serait la recherche scientifique. Vraiment suivre ce que Vivekananda disait. Et il a rédigé pas mal d'articles de recherche sur le yoga, il a écrit des livres, il
à co-rédiger des thèses de doctorat et continue. Et donc, juste pour vous donner un aperçu ce qui se fait dans cette école, qui est une université comme toute autre université. Donc, il y a des programmes de licence, de master et de doctorat en naturopathie et sciences yogiques, en physiothérapie, en psychologie, psychologie clinique. Ils combinent énormément avec, ils travaillent beaucoup avec la naturopathie. Il y a l'Ayurveda, il y a leur école de Ayurveda, donc c'est 5 ans et demi, et combiné avec le yoga, mais il y a aussi la naturopathie, 4 ans et demi, combiné avec le yoga. Donc il y a un volet thérapeutique, un volet scientifique d'abord, et un volet thérapeutique qui est très très important dans cette école. Et moi, je me suis intéressée à leur laboratoire de recherche scientifique. C'était quand même assez étonnant d'arriver en Inde et de voir une université de yoga avec tous les diplômes et un laboratoire de la recherche avancée en médecine intégrative. Et dans ce laboratoire, qui est sur 2 étages, ils ont un laboratoire de biosciences, de neurosciences, de psychologie, de bioénergie. Et ce sont des chercheurs qui font leur thèse de doctorat sur place et qui vont travailler sur ces aspects, qui vont s'intéresser à une pratique en particulier, à la rétention de la respiration par exemple, à une méditation en particulier. Ils ont leur propre forme de méditation eux aussi et ils vont faire tout un type de recherche scientifique. Lui, Dr Amit, il nous a présenté le laboratoire des neurosciences. Il travaille sur les méditants, des personnes qui méditent depuis des dizaines d'années, en leur mettant un casque sur la tête pour mesurer des électroencéphalogrammes, pour mesurer l'activité cérébrale des méditants. Donc c'est juste la photo qui est en bas, où il y a un casque qui va vous être posé sur la tête pendant une période et qui va mesurer votre activité cérébrale pendant le processus méditatif. Donc quand vous commencez la méditation au milieu et quand vous sortez de la méditation. Il y a beaucoup d'études, je ne sais pas si vous êtes au courant des études aussi ici en Europe ou en Belgique. Il y a un neuroscientifique qui travaille sur le cerveau de Mathieu Ricard et donc voilà, montrer qu'après une 40aine d'années de pratique méditative, la structure physiologique du cerveau change. Quelque chose qui change. Ils ont... On n'a pas du tout les mêmes connexions du cerveau. Maintenant, prédire si quelqu'un a médité depuis combien d'années, ça vient de sortir cette année. Je crois que c'est aussi avec l'université de Louvain. Louvain-la-Neuve, oui. Claire m'en a parlé l'année dernière de ce projet. Ok. Ils ont aussi des plateformes de stabilité, les premières 2 images, où ils ont des tests d'aptitude pour voir si après une pratique, au niveau d'aptitude et dextérité, est-ce qu'on est plus performant? Est-ce que la vitesse, est-ce qu'on fait une tâche plus rapidement, plus en conscience que si on ne faisait pas la pratique, par exemple. Et donc, nous, on est arrivés le mois d'avril avec l'équipe de chercheurs donc du CNRS et des Beaux-Arts de Paris, en leur présentant notre projet avec la balance à peser les hauts. Et ici, vous avez réuni tout le laboratoire scientifique avec le directeur du laboratoire qui, lui, il est installé sur la balance, qui fait une méditation à lui, propre, et les autres scientifiques qui sont sur place, y compris les étudiants en master et en thèse de doctorat. Et donc, on leur a présenté un peu notre projet, ce qu'on a fait. C'est ce que je vous présente à vous aussi. On a dit ce qu'on a fait à l'UNESCO, dans le but de créer avec eux des protocoles de recherche collaboratifs. C'est-à-dire notre stratégie n'a pas été d'arriver sur place avec notre protocole, avec notre science et de dire nous on veut ça et on a besoin des sujets. Pas du tout. Au contraire, on leur a demandé qu'est-ce que ça peut être fait avec cet objet-là et comment on peut faire de la recherche ensemble en utilisant cet objet. Et c'était assez impressionnant parce qu'ils avaient plein d'idées. Beaucoup d'idées et donc voilà un protocole qu'on a co-construit ensemble sur place avec eux
Donc, sur un échantillon de 50 pratiquants de yoga qui sont des étudiants de l'école, c'est-à-dire qu'eux, dans leur cursus, tous les matins et tous les soirs, ils ont une pratique de yoga composée des postures, des respirations et de la méditation. Et ils apprennent des techniques de méditation qui sont conçues dans cette école. Donc, ils ont quand même une pratique le long de la journée et de la semaine qui est assez importante. Et le protocole qui a été fait est le suivant. On a demandé donc à chaque personne qui venait, la première chose, c'était de faire un test de personnalité védique. Et ce test de personnalité védique va identifier la prédominance des gunas dans le corps. Vous êtes familier avec les gunas, tamas, rajas, sattva. Ce sont les gunas, sont des manifestations dans le corps, comment on est dans son corps. Donc tamas veut dire qu'on est plutôt dans une énergie, on va dire, on est assez stable. Lorsqu'on se réveille le matin, par exemple, c'est une période où on est dans le tamas guna. On n'est pas encore réveillé, donc la coordination entre ce que la tête nous dit et ce que l'on fait, c'est en train de se mettre en route. Ensuite, rajas, c'est par exemple à partir de 9h, 10h du matin, on est plus actif, donc on fait des choses, on est au travail, on parle, on s'agite, peut-être qu'un peu de stress. Et sattva, c'est un état introduit dans le yoga qui doit dériver de la pratique de yoga. Et c'est un état de calme, mais un calme où on est en pleine conscience. Donc c'est plus non plus l'agitation, c'est plus non plus la stagnation, on peut dire, mais on est dans un état où il y a un calme qui vient et on est complètement dedans dans la tâche qu'on est en train de faire. Donc le premier test, c'était celui d'identifier quel est le guna principal de la personne. Il y avait 48 questions. Et dans ces questions-là, c'était comment on se comporte avec les autres dans la vie de tous les jours, dans les aspects familiaux, au travail, comment on prend soin de soi. Donc il y avait énormément de choses de dimension sociologique. Après que la personne ait fait ce test des gunas et qu'on a déterminé son guna, on va faire un test de bien-être qui passe par une machine, par cette machine qui s'appelle BioWell, donc bien-être, et où vous allez mettre votre doigt. Donc la première photo, la personne, elle complète son test de personnalité védique. Dans la deuxième photo, la personne qui est habillée de blanc, elle va mettre chaque doigt dans cette machine pour prendre l'empreinte. Et en fait, en fonction de ces doigts, de ce que les doigts vont dire, on va voir son état d'énergie dans le corps. Est-ce que la personne est dans une énergie basse? Peut-être qu'elle est malade. Est-ce qu'on va voir aussi l'alignement des chakras avec cette machine? On va voir aussi les auras, l'aura de la personne. Donc ça, c'était le deuxième, donc le test de bien-être. Et on passait ensuite, ce qu'ils ont proposé, c'est de faire sur la balance des expérimentations comme suit. Donc, ils vont être sur la balance, respiration normale pendant 2 minutes, et ensuite, pendant 2 minutes, ils vont pratiquer Trataka. Trataka, c'est une pratique, on peut l'appeler méditative, c'est une pratique de nettoyage, Shatkarma, dans le yoga, où on va essayer de fixer la flamme de la bougie. Et si possible, ne pas cligner des yeux. Ce qui est extrêmement difficile et pour lequel il faut un entraînement, mais ils le font dans cette école. Ils ont des pratiques de Trataka, vraiment tous les jours. Et dans la deuxième partie, de pratiquer une rétention poumon plein, Antarkumbhaka. Inspirer, retenir autant que possible, et puis après expirer. Donc ça, c'était vraiment leurs idées. En réalité, on s'est rendu compte que c'est comme ça qu'eux, ils travaillent. Pourquoi ils nous ont dit de faire ça? C'est parce que pour eux, ils voulaient qu'on observe que la machine, la balance, enregistre ce qui se passe dans les 2 moments phares, à savoir la rétention de la respiration et la concentration profonde sur la bougie. Je vous ai mis quelques témoignages où il y a une personne. Donc, après toutes ces expériences, on faisait ce qu'on appelle un entretien semi-dirigé, où la personne, en fait, elle disait un peu ce qu'elle a vécu,
qu'est-ce qui s'est passé dans son corps, comment elle a vécu cette expérience. Et donc, il y a Sai Smita qui dit je me suis sentie très stable dans l'instant présent. Pardon, il y a une erreur, excusez-moi pour la faute d'orthographe. En Trataka, je me suis sentie concentrée sur la flamme, mes yeux, mes deux manger, mais c'était agréable, je me sentais présente, très calme et très stable. Govind, lui, il dit, c'était une bonne expérience, surtout quand j'ai fait Kumbhaka. Une fois que je l'ai relâché, je n'ai plus voulu penser à quoi que ce soit. Et après cela, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais complètement immobile, sans aucune pensée. Seulement moi, pas d'autres personnes, pas d'autres distractions dont j'avais besoin dans mon esprit. Pour nous, en tant que chercheurs, nous on voulait créer une expérience qui ne soit pas qu'une expérience scientifique pour nous, mais qui le soit une pour les personnes qui viennent faire cette expérience. Donc les mettre dans un état d'intériorité et de voir comment eux, ils vivent cette expérience d'intériorité. Alors, c'est une recherche en cours, je rappelle. Ce qui a été observé jusqu'ici, c'est que les pratiquants de yoga, les yogis, ont une facilité à accéder à leur propre intériorité, une facilité à accéder à leur perception, à leurs émotions et à leurs ressentis, plus que d'autres, des non-pratiquants. Le langage qui est utilisé par les yogis, c'est un langage spécifique, un langage qui met en avant les organes, qui vont parler très facilement des organes du corps, où sont placés les organes, les émotions. Il y a des souvenirs qui viennent, il y a des ressentis qui leur viennent à l'esprit. Et donc cette capacité d'exprimer ces ressentis, ce n'est pas quelque chose qui est facile, en fait, à sortir, à vraiment partager, mais déjà à se rendre compte soi-même et encore moins à le partager. Et donc, ces capacités d'exprimer ses ressentis, la question que je me pose, moi, à ce stade de la recherche, d'où vient cette capacité? Est-ce la façon dont le yoga est transmis? Comment les professeurs de yoga transmettent le yoga? Comment aux professeurs de yoga on a transmis le yoga? Quels sont les mots utilisés? Comment on va accompagner les pratiquants de façon à eux aller développer cela dans leur corps? Et les dessins de pratiquants de yoga montrent très bien la différence entre quelqu'un qui ne pratique pas et quelqu'un qui pratique. Est-ce que c'est un signe de stabilité dans le corps et dans l'esprit ou est-ce que c'est autre chose? Dans cette école de Bangalore, ils suivent un yoga traditionnel. Et pour eux, cette expérience est toute une question de stabilité, à la fois dans le corps, à la fois dans le mental. En discutant avec eux, ils se référaient beaucoup à Patanjali Yoga Sutra, qu'ils étudient parce que ça fait partie de leur parcours. Et donc, le Stiram Sukham Asanam, la posture qui doit être stable et confortable, c'était quelque chose qui les préoccupait beaucoup. Donc, c'est pas nous qui sommes allés leur dire avec la balance, qu'est-ce que la balance mesure? En fait, c'était plutôt l'inverse, ce sont eux qui nous ont dit qu'est-ce que la balance mesure pour eux. Et donc pour eux, la balance mesure la stabilité dans le corps et dans le mental. Est-ce que chez les yogis, il y a une quête de stabilité? Est-ce qu'elle est depuis toujours? Dans les textes anciens, est-ce qu'on retrouve des passages de tout ce qui est stabilité? Certainement, dans cette école à Bangalore, c'était le cas. Sont les pratiquants de yoga et de méditation des personnes plus stables que les non-pratiquants? Et stable, ça veut dire quoi? Est-ce que stable dans le corps? Est-ce que c'est stable dans le mental? Est-ce que c'est stable dans la vie? Ça veut dire quoi? Est-ce que cela peut être démontré par la science, concrètement? Donc, ce sont les questions que nous nous posons en ce moment. Et je voulais finir, pour laisser aussi un peu de temps pour des échanges, pour vous faire une invitation. Est-ce que vous voulez venir faire cette expérience avec nous et nous dire qu'est-ce que cette expérience vous apporte et à quoi ça sert cette expérience? Nous sommes à l'Université Paris-Nanterre, sur le RER A, à Nanterre Université. Et donc, on va conduire un peu tous les mois pour
étoffer notre protocole de recherche. On invite des gens à venir faire une expérience chez nous, dans le laboratoire. Donc, c'est quelque chose qui vous parle, qui vous tente. Vous êtes les bienvenus. Je vous laisse ici mettre vos coordonnées et puis je suis à vous pour échanger. Et je voulais c'est une information que j'ai eue ce matin. Les deux, le président de l'école Esviassa et le vice-président de cette école seront à Paris la semaine prochaine. Ils viendront visiter donc notre laboratoire parce qu'on a une collaboration au niveau institutionnel aussi. Et ils proposent une pratique. C'est le vendredi soir. Je vois que Artfulness co-organise cet événement avec le Conservatoire indien de Paris. C'est le vendredi de 20h à 22h. Si vous êtes les bienvenus pour faire cette expérience, pour voir comment ils travaillent. Merci pour votre attention et je serai ravie d'échanger avec vous, de voir un peu comment vous avez reçu tout ça. Merci beaucoup.